que l'ensemble de notre assemblée est là, donc je propose que nous attaquions. Marion Bergigna. Oui. Marie-Ange Robert. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre a donné procuration à Sophie. Elisabeth Brett a donné procuration à Jacques Choulet. Yoann Labarère a donné procuration à Marion Bergigna. Aurélie Lévesque elle est là. Bruno Lamaison. Sylvie Sauvignon. Christophe Prian. Alain Lassagne. Laurent Langlade. Marie-Thérèse Barouillet. Christophe Vergès. Solange Boulenx. Ludovic Ducam. Christiane Chamiolo a donné procuration à Aurélie Lévesque. Marjorie Fautus. Olivier Martinez. Nadine Pinchauret. André Lafargue. Alain Arambat. Jean-Luc Cazenave. Très bien. Il nous revient d'adopter le procès verbal de la séance précédente. Avant de rentrer dans ce procès verbal, vous avez sur table une demande du CIMA. On la rajoute à l'ordre du jour d'aujourd'hui et ça leur permet d'avancer les travaux de panneaux et de signalisation. C'est pour définir le lieu où les amateurs de canoë-kayak pourront laisser leur voiture pour descendre la Dour. Il y a eu plusieurs allers-retours. Ils nous ont relancé malheureusement tout début d'année, puisqu'on se voyait sur les traitements des intempéries de ruisseau. Ils nous ont relancé là-dessus. On ne l'avait pas mis à l'ordre du jour dans le délai de 14 jours avant Noël. Si vous n'y voyez pas d'objection, c'est un sujet consensuel. Je vous demande sur la forme donc de réadopter le procès verbal de façon à rajouter ce point-là, l'ordre du jour, pour rajouter ce point-là en 5e point à l'ordre du jour. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le procès verbal, y a-t-il des remarques et des commentaires avant que nous l'adoptions? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien. Premier point à l'ordre du jour ce soir, c'est d'ailleurs le point principal de notre séance inaugurale des conseils municipaux de 2019, c'est le choix du nouveau délégataire pour le camping. Comme vous le savez, le contrat liant la commune gérant du camping municipal est arrivé à son terme le 31 décembre dernier. Jusqu'à présent, nous étions dans une délégation de service public qui avait été adoptée en 2008 pour une durée de 10 ans, avec des investissements qui étaient portés sur la commune, sur tout ce qui était modernisation, mise aux normes des équipements, et avec un loyer qui était de 1 000 € par an versé par le délégataire à la commune. Je vous propose de poursuivre en délégation de service public pour une durée plus longue de 25 ans, puisque là où l'investisseur précédent n'avait pas investi sur le domaine de la commune, nous avons là 1,5 million d'euros investis, dont 500 000 € sur des éléments, je dirais, immobiliers. Et ces investissements de 1,5 million seront portés à 100% par ce délégataire privé et seront réalisés sur 2019 et 2020. La redevance versée par le délégataire à la commune va monter à 2 500 € en 2019 et progressivement montera jusqu'à 10 000 € par an à partir de 2024. Je profite de ce propos introductif pour rappeler que la piscine reste bien entendu municipale, que ces tarifs resteront inchangés une fois la réhabilitation finie pour cet été, pour permettre à tous les Saint-Séverin d'en profiter, que le beach volley reste municipal, et que l'ensemble des cours de tennis, en dehors du cours 4, restent municipaux et affectés au SAS Tennis.
Bref, nous avons le camping qui est au bord de notre plaine des Sports. Dans mon propos introductif, vous avez pu prendre connaissance des éléments, d'autres points à mettre en avant. Y a-t-il des remarques, des commentaires ou des questions? Juste une observation, une question selon. Ce que je vois, ce camping est en zone inondable. J'ai relu la convention. Je n'ai vu nulle part que cette mention figurait. Alors que je vois que dans le règlement intérieur, le délégataire, lui, prend la règle, dit, dans le chapitre sécurité, il dit que le camping est en zone inondable, lui il le dit, et donc en gros s'il y a une alerte, il faut carapater, et je dis ça c'est écrit mieux que ça. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et par contre, est-ce que nous on est protégés, parce que nulle part dans la convention ça figure explicitement qu'il prend acte, il atterrit, il le fait que ça soit inondable. Alors lui semble le faire partager à ses auditeurs, de la terre, mais à aucun moment ça ne figure en tant que tel dans la convention. Est-ce que c'est une belle précaution de le rajouter, lui faire acter par rapport à un sinistre futur? Moi, si le Conseil est d'accord, on peut prévoir dans le document définitif de rajouter cette mention quelque part pour que l'information soit... il faut rajouter, pour la connaissance de tous, la cote plancher à partir de laquelle on peut construire en zone inondable à cet endroit est 50 cm au-dessus du sol. Et donc tous les bungalows sont au-dessus de la cote plancher. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. Dans la partie basse aussi? Dans toute la partie du camping. Et d'ailleurs, la côté qui est aujourd'hui en USS, pour être tout à fait complet avec vous, dans la zone future, il y a une zone qui correspond au camping actuel, et il y a la zone qui est derrière le beach, qui était dans le classement urbanisme constructible, mais à vocation d'accueillir des équipements sportifs. Vous voyez plutôt à l'époque, je ne sais pas, on était à condition de piscine ou des terrains de tennis. Nous avons demandé à la communauté des communes, dans le cadre de la mise en place du PLUI, de le faire basculer de zone constructible à vocation sportive, à vocation touristique, de façon à ce que des bungalows puissent y être installés avec toujours le même principe, que le bungalow soit au-dessus de la côte plancher. La pente descendante, elle est plutôt vers le stade de foot, ce qui nous pose bien souvent des problèmes. Et je crois même que la zone donc, qui n'est pas aujourd'hui dans le camping est plus haute que la zone qui est aujourd'hui dans le camping. Mais c'est une proposition constructive, on va rajouter... Il y a eu des infiltrations d'eau venant d'en haut, là. Juste il y a une digue, là, non? Oui, il y a une digue, mais il y a eu des infiltrations d'eau il n'y a pas si longtemps que ça. Quand c'était des eaux, la crue au-dessus du bahut, ça fait réduire la mort. La plupart des difficultés qu'on a sur cette zone, c'est plutôt par remontée du sol, notamment l'hiver, et les toilettes que vous aviez achetées pour avoir des toilettes BMR qui étaient au fond du camping actuel avaient été juste posées sur du caillou. Et donc, moi j'ai souvenir qu'en 2015, on a fait une chape de béton pour éviter la remontée d'eau par en bas. Voilà. Donc après, je tiens à rappeler que la proposition délégataire est d'ouvrir ce camping du mois d'avril à fin octobre pour éviter les périodes où il pleut beaucoup, où notre pas cher retrouve son vrai nom parce que c'est un terrain boueux. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème particulier. Et si on regarde le camping d'Air sur la Dour, par exemple, qui est vraiment en limite de la Dour, on est plutôt protégé par la digue qui est effectivement claire, puisqu'il y a un processus actuel de classification de la digue, est protégé par cette digue depuis toujours. Faudra-t-il la classer ou pas? Ça pose des questions de financement et de coûts, notamment de coûts d'études. Bon, la communauté des communes qui a la compétence GEMAPI a travaillé là-dessus. Je ne suis pas persuadé qu'on ait intérêt à classer cette digue-là, qui est l'ancien chemin de halage. Oui, mais enfin, ce que disait M. Lafare, il a raison, parce que malheureusement, ça arrive un jour.
Non, ça, c'est prévenir, parce que lui, il dit qu'il avertit ses campeurs. Et s'il y avait un qui reste un jour dans la flotte, ils ne disent pas nous opposer ou ils n'avaient pas été avertis explicitement, lui faire acter, c'est tout. Alors moi, ce que me propose Lisiane, notre directrice générale des services, c'est qu'à l'article 11, page 11, qui est la définition du périmètre et la consistance de la délégation, une précision que les parcelles concernées sont en zone inondable avec une côte planchée. On reprendra exactement l'altimétrie de la côte planchée. Et dans le temps, c'était le champ des proportions. C'était un champ des La tribune de notre regretté Roger Brett, dont vous aviez donné le nom, et la tribune de l'hippodrome. Y a-t-il d'autres remarques et commentaires en communication à l'adoption de cette délibération? Si elle n'a pas, je propose que nous passions au vote. Y a-t-il sur ce premier point, camping les rives de la Dour, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour son adoption. Le deuxième point est, je dirais, très mineur, mais pour autant on doit le passer en conseil municipal. Vous ne m'avez pas confié, dans les compétences qui sont déléguées au maire, la possibilité de céder quelque actif qu'il soit à la collectivité. Il se trouve que nous avons 3 tatamis qui sont hors d'usage pour l'utilisation sportive, qui intéressent un particulier dont vous avez le nom dans la délibération. Nous avons contacté le judo, le karaté, les différentes associations. On a pris soin d'avoir de leur part un mail ou un écrit. Ils sont tous d'accord pour qu'ils soient récupérés. Comme on dit à Patois, ils font plutôt pushy que servir à autre chose. Donc, je vous propose que vous m'autorisiez à céder, alors je crois que même c'est à donner, c'est à titre gracieux, ces 3 tatamis. Alors, je ne peux pas le dire officiellement, mais vous avez le nom. C'est pour faire du sport. Comment on peut l'avoir touché? C'est écrit dans la délibération. Claire, je vous laisse faire ce que vous voulez avec les tatamis, si vous en souhaitez pour chez vous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bon, je vous remercie. Le troisième point est un peu plus important. Il s'agit de la rénovation du musée Jacobin qui franchit sa dernière étape du projet en cours. En gros, nous avions souhaité garder le label Musée de France. Dans ce cadre-là, on était parti sur un projet plusieurs années. Je vais laisser le soin à Jean-Marc de nous présenter ce qui est dedans. Et nous sollicitons les partenaires habituels, que sont la DRAC et le conseil départemental. Donc c'est la suite donc, de la rénovation du musée. Vous savez qu'en 2017, nous avions rénové une première partie, la salle qui était au-dessus juste au-dessus du coursif du cloître, côté ouest. Donc c'est la première salle que nous avons rénovée. L'année dernière, nous avons rénové les 2 salles qui sont à l'ouest, dans lesquelles nous avons installé la muséographie du Beatus sur ces 2 salles. Et cette année, nous allons travailler dans l'aile nord, dans cette aile nord qui va être réhabilitée. On a déjà commencé quelques travaux. Et il y aura des travaux d'électricité, mais les travaux sont un petit peu moins importants que dans les autres ailes. Par contre, en termes de muséographie, il y a un travail assez important, puisque cette aile sera consacrée à l'abbaye bénédictine. Il faut savoir qu'on a déjà travaillé dessus cette année, puisqu'il y a eu un travail de fait au niveau des chapiteaux, puisqu'il y a eu des empreintes des chapiteaux de l'abbatiale, de 9 chapiteaux de l'abbatiale, et des chapiteaux qui ont été coulés au moment de stage. Il y a eu 3 stages
fait de cet été et un autre au mois d'octobre. Et donc, ces chapiteaux sont sur des socles et à hauteur des yeux. On aura 9 chapiteaux que l'on pourra voir de manière très très proche à la hauteur des yeux. Il y aura également une maquette. Pour cette maquette, cette année, nous avons fait appel à une société pour faire la numérisation 3D de l'abbatiale. Et donc, à partir de cette numérisation 3D, nous aurons deux choses. D'une part, un film sur l'abbatiale et d'autre part, une maquette qui sera sur laquelle pourront être projetées des lumières qui permettent de voir les différentes parties de l'abbatiale. Donc, dans ce projet donc pour 2019, nous sommes suivis comme d'habitude par la DRAC et par le conseil départemental. Donc, nous avons une demande de subvention à faire pour cette année. Le montant prévisionnel de l'opération est de 80 000 € TTC, c'est-à-dire 66 666,67 hors taxes. Donc la demande de subvention à la DRAC est de 30 000 €, au conseil départemental de 25 000 €, la participation de la commune est de 25 000 €. Je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour remercier également le SRA, c'est le service régional de l'archéologie, merci, de l'archéologie qui nous soutient notamment dans tout le travail que l'on fait au niveau de la collection du Beda, qui aura une première mise en place, je dirais, un peu brute cet été, et pour l'été 2020, nous aurons une présentation beaucoup plus muséale, je dirais, en 2020, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui doivent être faites encore. Il y a une étude sur le verre qui a été faite, il y a tout l'inventaire de la collection du Beda qui a été fait, et on aura une étude sur tout ce qui est le lithique, c'est-à-dire tout ce qui est pierre, et également sur les céramiques. Donc on a avec le soutien du service régional de l'archéologie. Et en dernier, je voudrais remercier l'attaché de conservation qui fait un travail assez remarquable et qui s'y donne vraiment beaucoup. Et vous verrez le résultat de cette aile consacrée à l'abbatiale. Et cette année, entre le Béatus et l'aile consacrée à l'abbatiale, je pense que nous aurons un musée qui sera digne d'être appelé Musée de France. Voilà. Y a-t-il des remarques avant que nous passions au vote? S'il n'y en a pas, je propose que nous adoptions cette demande de subvention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette belle unanimité. Dernier point. Dernier, excusez-moi. Je vous propose que nous marquions notre inquiétude pour l'avenir de la course landaise et que nous adoptions solennellement la motion de soutien que la Fédération française des courses landaises a envoyée à toutes les communes du territoire de cette belle culture. Je ne reviendrai pas sur tous les détails. Il se trouve que, pour faire simple, la course landaise faisait l'objet d'une niche en matière de cotisation sociale, où plutôt que d'être au réel, il y avait un forfait par acteur, les hommes en blanc, les cordiers, les entraîneurs et les écarteurs. Il se trouve que c'était un régime extrêmement avantageux et que dans le cadre de la remise en place de ces niches, la course landaise ne peut plus bénéficier de ce dispositif, ce que moi je regrette. On a toujours tendance dans les médias à vouloir remettre en cause les niches. Il y en a certaines qui sont là pour défendre des situations particulières et des fois des aspects culturels. La proposition actuelle qui est faite serait d'aller vers le régime
du sport. Et pour en avoir discuté la semaine dernière encore avec notre sénatrice Monique Lubin, qui est très concernée sur ces sujets-là, c'est un régime plus avantageux que le régime général, mais qui va générer un coût important, un surcoût important pour toutes les organisations. Je tiens à rappeler que sur Saint-Sevé, on a 2 élevages de courses landaises, un élevage d'Arjoste formel, un élevage de seconde à Magnus, que se tient sur Saint-Sevé un concours landais avec 4 troupeaux, qui fait partie des 5 grands concours de la saison, que nous avons aussi des courses, notamment celle organisée avec l'école taurine de la fédération au mois d'août par les supporters du SAS, c'est qu'autour de nous, quasiment tous les villages organisent chaque année une course. S'il n'y a pas de dispositif particulier, pardon, j'ai oublié les fêtes d'Augraye. Heureusement que notre adjoint en charge des fêtes suit ça, bien sûr, à Augraye. Nous avons donc 2 arènes, une éphémère à Augraye et une à Morlaix. Il ne reste plus qu'à relancer la course au Barat, les photos anciennes montrent qu'il y a aussi des courses landaises. Ça pourrait être plus difficile. La motion, je ne sais pas si vous l'avez lue, si vous souhaitez, on peut la lire intégralement. Je vous ai exprimé sa philosophie, quand au fond on a demandé une dérogation pour une année de plus, bénéficier du dispositif qui permettait à cette tradition de perdurer, parce qu'au fond, tout ça est organisé par des clubs taurins ou des comités des fêtes qui ne gagnent pas d'argent, où les bénévoles se retroussent les manches pour maintenir cette tradition. À peu près partout, il y a des subventions publiques qui essayent de soutenir ces initiatives associatives. Et je crois que vraiment, s'il y a un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre, c'est celui-là. Voilà le commentaire introductif que je pouvais vous faire. Je sais l'attachement, je crois, unanime autour de nous à ces questions de tradition. Si vous voulez apporter un complément d'information, de soutien, la parole est libre. Pourquoi une dérogation que pour une année? Ça va se poser l'année prochaine, quand même. Hein? Moi, je crois que sur le sujet, le problème est en 2 temps. On a obtenu l'an dernier, par la pression politique locale, la possibilité de gagner 1 an. Si on y arrivait 1 an, pourquoi on n'y arriverait pas 2 ans? Je crois qu'au fond, en l'espèce, la Fédération française a une approche pragmatique. Ce sera plus facile de gagner 1 an que de trouver le système définitif consensuel. Maintenant, on est sur un particularisme totalement local, ça concerne 5 départements officiellement, enfin, principalement le Gers et les Landes, et encore une partie des Landes. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que si on n'obtient pas cette dérogation, le nombre de courses va s'effondrer. Il faut demander l'inscription aux Jeux Olympiques. Ils ont fait un incroyable talent avec les sauteurs et c'est du succès. Moi, je crois très sincèrement que si... C'est d'autant plus désolant que là, l'URSSAF dépense une énergie folle là-dessus. Pour gratter, il y a combien 200 écarteurs ou 250 ou 300. On va sortir 20 000 € supplémentaires ou 30 000 € sur un budget de sécurité sociale. J'irai même plus loin. Je crois s'il y a de l'argent à gratter, il y a du boulot à faire. Voilà le type de cotisation qui coûte plus cher à recouvrer que le rendement. Et je trouve que c'est un combat absurde. Et au final, ils vont perdre de l'argent. Parce que s'ils augmentent les cotisations et que derrière le nombre de spectacles s'effondre, ils auront tué une tradition et ils ne gagneront pas plus. On ne peut pas ignorer aussi, je prends la parole. Mais vas-y, bien. Il ne faut pas ignorer aussi la vision très parisienne de ces spectacles, de nos cultures, c'est que beaucoup de Parisiens, enfin, je ne peux pas faire d'anti-parisianisme primaire, mais c'est la réalité. Monique et Maurice me disent régulièrement, c'est que
de bonne foi, beaucoup pensent qu'on met à mort les vaches à la fin du spectacle aussi. On part de zéro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lobbying de nos parlementaires, quel qu'il soit, quel que soit le bord politique, il y a quand même une unanimité en la matière, c'est vraiment de repartir de zéro, d'expliquer ce qu'est notre culture, ce qu'est ce spectacle, qu'il n'y a pas de maltraitance animale, puisqu'il y a un lobby, bien évidemment, vous le savez tous, qui pousse très fort pour supprimer ce genre de spectacle. Donc on part vraiment de très très loin pour essayer de convaincre les instances de ne pas justement supprimer cette dérogation. Et c'est regrettable. J'ai souvenir à la région d'un débat sur une subvention pour la Fédération française de course landaise pour le mémorial en l'honneur de Rachou, qui est le dernier écarteur mort dans l'arène. Un groupe avait voté contre, croyant là aussi qu'il y avait la mise à mort de l'animal et la maltraitance. Bon, écoutez. Peut-être que c'est la mise à mort de l'homme. On va pas refaire le combat philosophique. Je crois que ce soir il y a un consensus sur ce sujet. Réjouissons-nous. Y a-t-il des oppositions sur cette motion, des abstentions? Puisse cette motion trouver un écho à Paris. En tout cas, je suis heureux que nous ayons un consensus entre nous pour défendre notre culture. Dernier point, et donc qui est rajouté, le CIMAL porte un projet touristique de descente de la Dour en canoë de R sur la Dour jusqu'à Dax. Il nous faut pour cela proposer à chaque fois qu'il y a un obstacle, et à Saint-Sever nous avons un obstacle sous le pont qui retient l'eau, une capacité à la fois à pouvoir se garer. Et donc c'est le CIMAL qui porte ce projet qui consiste au fond à indiquer que tous les amoureux de sport nautique en milieu naturel pourront stationner au pied de local canoë-kayak auquel nous avions donné le nom de René Saint-Martin. C'est un lieu avec la pente douce qui est aux normes accessibilité handicapée. Voilà. Et donc la conséquence de cette décision, elle n'aura qu'un impact, c'est sur les clubs de rugby qui devra, pendant les matchs où ils ont l'habitude de fermer le stade, laisser passer les kayakistes qui, s'ils venaient ces jours-là à vouloir stationner au pied du local, pouvoir le faire. Un point de détail. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.